Salut a tutti, sono felice di ritrovare per la trasmissione quotidienne au programme oggi. La place de l'emploi et de la formation, nous en parlons avec Virginie Baudouin, elle est directrice territoriale de Pôle emploi Corse. Le directeur de l'ADIA, Christophe Lampérière, est avec nous. L'occasion d'évoquer la riche programmation de cette salle incontournable. Et dans le Focus Culture, l'emblématique Diana Saligetti est avec nous. Bonjour Diana Saligetti, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Également, c'est un bonheur d'être là avec vous. Un créneau que vous connaissez bien, Diana Saligetti. On vous y a retrouvé pendant quelques années, ici même à midi. On va évoquer votre actualité musicale, mais pas que. On vous retrouve dans un instant. À vos côtés, il y a Christophe Lampérière, le directeur d'une salle incontournable à Ajaccio, l'ADIA. L'ADIA, qui existe depuis bientôt 40 ans. Bientôt 40 ans, très jeune, 40 ans finalement, oui. Très très jeune. On parle des grandes dates à venir avant le mois de juin. Avant la fin de saison, tout à fait. Avant la fin de saison de cette année 2023. Et il y a Virginie Baudouin, directrice territoriale Pôle emploi Corse. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est une première pour vous. Oui, absolument. Ce créneau-là. Donc on va parler ravie. de l'emploi en Corse. Ce sera dans la première partie de cette émission. Et il y a le chroniqueur du jour, l'incontournable Laurent Di Fraia. Salude. Salude Davia. E in cui parliamo subito di un momento di un giorno. Allora, tu filmetto, caro Laurent? Je un piccolo filmetto di vista di Ugol Fuddaiaccio, abbiamo visto un cielo negativo, imbugnato con una piovita assai forte. Volete mandare i vostri filmetti al nostro mail oggi at francetv.fr. Et Kogatioudan pour Shtaman et Nayacho. Aring Raziab, on vous retrouve tout à l'heure. On parle de quoi aujourd'hui dans votre chronique? On va parler de Martin Luther King. Aujourd'hui, c'est les 55 ans de son assassinat. On va revenir un peu sur sa vie, sur son influence immense tout au long de sa carrière. C'est arrivé donc un 4 avril. Et tout de suite, c'est la première partie de cette émission Focus sur l'emploi en Corse. Avec vous, Virginie Baudouin, vous êtes la directrice territoriale de Pôle emploi Corse. Vous êtes avec nous pour évoquer un rendez-vous. C'est une première, la place de l'emploi et de la formation à Biazet di l'impiego e di formazione qui débute aujourd'hui. Alors, parlez-nous de ces rendez-vous. Quels en sont les objectifs? Alors en effet, la place de l'emploi et de la formation, c'est une première édition en Corse. On est très fiers d'organiser ces événements. Il s'agit plus précisément, la place de l'emploi et de la formation, de rendez-vous qui sont organisés par Pôle emploi avec tous ses partenaires pour aller au-devant du public et de tout public, pas seulement les demandeurs d'emploi, afin de parler formation, emploi, insertion professionnelle au cœur des territoires. Donc, plus précisément, la place de l'emploi et de la formation, ce sont des rendez-vous physiques. C'est un village itinérant qui va se présenter au-devant du public, donc au cœur des territoires, de façon à échanger avec le public qui se présente, de manière à avoir des conseils, des informations sur les métiers qui recrutent, découvrir des métiers aussi, et aussi, bien sûr, rencontrer des employeurs qui recrutent localement. Donc des dates importantes. Alors peut-être que je peux reprendre avec vous les dates que nous avons et les lieux que nous avons identifiés. Donc alors ça commence aujourd'hui à Mauriagne. Alors je le dis tout de suite, à Mauriagne, il y a un peu de vent aujourd'hui et donc nous avons dû annuler ce premier événement et donc il sera reporté très rapidement. Mais ça continue demain avec Pontelecce, ensuite Calenzane et puis la semaine prochaine en Corse du Sud avec Cozzane et puis Bonifacio. Donc le 12 avril à Cozzane et le 13 avril à Bonifacio. C'est important pour vous ce maillage territorial et cette proximité pour être au plus près des citoyennes et des citoyens, des demandeurs d'emploi plus largement? Oui, alors absolument. C'est vrai que nous sommes avec nos partenaires installés dans des lieux qui sont bien identifiés du public, mais là l'idée c'était vraiment d'aller au-devant du public, de se déplacer, d'aller vers eux de manière à leur proposer des services directement et dans des lieux dans lesquels nous ne sommes pas installés habituellement. Donc je pense qu'en termes de lisibilité et de services apportés à notre public, en effet ce maillage il est très très important. Donc là,
On le voit, comme vous le disiez justement, depuis cette crise Covid, de plus en plus de rendez-vous en ligne se développent. Alors c'est pratique aussi de pouvoir se connecter depuis chez soi. Néanmoins, est-ce que la proximité reste quelque chose de très important et que vous souhaitez développer encore davantage? C'est ce qui transparaît finalement à travers ces rendez-vous. Être au plus proche, au plus près de celles et ceux qui recherchent ou pas un emploi. Oui, absolument. Alors c'est vrai que nous avons des enquêtes de satisfaction qui montrent à chaque fois que les employeurs et les demandeurs d'emploi éprouvent beaucoup de satisfaction au travers des rencontres physiques, des échanges que nous avons avec eux, même s'ils sont très satisfaits de pouvoir bénéficier de services à distance qui permettent de réduire... Ponctuellement, voilà, ça peut... Voilà, de rendre service lorsqu'on a des difficultés de mobilité et ponctuellement aussi dans la vie de tout un chacun. Néanmoins, ils nous font savoir qu'ils sont vraiment très contents lorsqu'ils peuvent accéder aux services directement par l'intermédiaire d'un conseiller. Donc que ce soit encore une fois une entreprise ou un demandeur d'emploi. Donc c'est très important pour nous en effet de pouvoir proposer des services qui se présentent et qui nous permettent d'échanger en direct avec toutes les personnes et encore une fois avec la place de l'emploi et la formation, pas seulement les demandeurs d'emploi, toutes les personnes, y compris celles qui sont en emploi actuellement et qui ont un projet de reconversion professionnelle ou un jeune qui s'interroge sur son avenir. Enfin, voilà, tout type de personnes en fait est susceptible de venir et donc en proposant la place de l'emploi et de la formation, on se rapproche de ces personnes, y compris celles qui n'auraient pas poussé la porte d'une agence ou qui n'auraient pas été chez les partenaires auxquels nous sommes associés. Virginie Baudouin, vous êtes directrice territoriale donc de Pôle emploi Corse. Qu'en est-il aujourd'hui du marché de l'emploi en Corse? Est-ce que les entreprises recrutent? Est-ce qu'il y a davantage de demandeurs d'emploi? Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, on peut se satisfaire du fait qu'il y a moins de demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est une réussite avec les partenaires, c'est-à-dire qu'il y a de l'accompagnement, il y a des dispositifs d'orientation qui ont permis à beaucoup de demandeurs d'emploi de retrouver un emploi, quelles que soient les catégories d'âge et les durées d'inscription d'ailleurs. En revanche, il est vrai que pour les recruteurs, il y a au contraire des tensions sur les recrutements et des métiers sur lesquels... On pense à la restauration. Voilà, la restauration, le commerce, en Corse, en l'occurrence, le bâtiment aussi. Voilà, autant de secteurs, la santé, pour lesquels, en effet, les employeurs nous confient leurs besoins en recrutement. Et pour autant, on rencontre parfois avec nous des difficultés pour pouvoir, en effet, trouver les compétences, les profils dont ils ont besoin. Ce qui nous oblige à réfléchir à d'autres manières de délivrer des services et d'autres manières de repérer les profils pour pouvoir justement satisfaire ces besoins en recrutement. Et est-ce que ces changements, ce changement, ce positionnement différent, notamment des demandeurs d'emploi, est-il une conséquence de cette crise et de cette pandémie Covid que nous avons connue depuis 2020? Est-ce qu'aujourd'hui, notre façon de travailler n'a-t-elle pas changé? Est-ce que notre souhait n'est-il pas différent? Est-ce que peut-être nous souhaitons aspirer à davantage de loisirs, de temps libre, de divertissement? Est-ce que le Covid a changé quelque chose dans notre souhait et notre positionnement face au travail, au monde du travail? Alors, certains le disent, en tout cas. C'est vrai qu'il y a pas mal d'études qui permettent en effet de mettre en avant ce changement du rapport au travail de façon très évidente en ce qui nous concerne, et je crois qu'on peut le mesurer tout un chacun. Et les demandeurs d'emploi, bien sûr, n'échappent pas à cette logique. C'est le développement du travail hybride avec, en effet, les services à distance, la possibilité de travailler à distance et de développer des relations avec les autres dans le champ professionnel, bien sûr. Aussi de manière dématérialisée. Donc il est évident qu'il y a un avant et un après Covid pour ce qui concerne notre manière en tout cas de travailler, y compris donc dans nos organisations. Je me tourne vers Christophe Lampérière, directeur de l'ADIA. Bonjour à nouveau. Donc vous dirigez cette structure culturelle qu'est l'ADIA. Combien avez-vous de salariés? Recrutez-vous assez régulièrement? Qu'en est-il de ce lien entre l'ADIA et ses employés?
Alors, effectivement, là, malheureusement, on n'a pas un budget assez conséquent pour avoir une équipe dans sa totalité. C'est-à-dire qu'actuellement, on est au sein de l'AD, il y a 2 permanents, un contrat en apprentissage, et après, on fait appel essentiellement à des intermittents du spectacle. D'accord. Donc, des contrats de courte durée, sur quelques jours ou à la journée. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas, malheureusement, recruter comme nous le voudrions. C'est pour ça qu'on en discutait tout à l'heure un petit peu avec madame, pour essayer de voir aussi au niveau des contrats aidés. La culture, de toute façon, a toujours été assez en difficulté sur le secteur de l'emploi, puisqu'on travaille avec des budgets réduits, on travaille toujours dans le bricolage, on essaie toujours de trouver des solutions, et malheureusement, c'est vrai que des fois, l'emploi est un peu sacrifié au détriment d'autres choses. Voilà, c'est des secteurs un peu compliqués. Parce que Diana Saligetti, vous êtes la preuve qu'on peut vivre de sa passion. Vous êtes là, vous êtes une chanteuse connue et reconnue. C'est compliqué de vivre de sa passion en Corse aujourd'hui? Non, je pense que tout passionné ne se pose même pas la question, il fonce. Mais c'est vrai qu'en termes, et c'est pour ça que ça m'a fait plaisir de voir ces professionnels à la table, on est toujours, par contre, fiscalement, professionnellement, contractuellement parlant, c'est difficile en Corse et donc en France, de facto, d'avoir plusieurs statuts et de jongler, en fait. Et là, moi, je suis dans un marasme. Alors, vous êtes agricultrice, vous êtes chanteuse, vous avez des chevaux. Ah non, les chevaux, c'est pas de l'agricole. Enfin voilà, c'est des slashers, comme on dit aujourd'hui, ceux qui ont différents métiers. C'est difficile de les mettre dans des cases. Et contrairement aux États-Unis, où je trouve que c'est plus, bien sûr, forcément libéraliste, c'est très difficile d'avoir plusieurs casquettes. Et ça rejoint ce que disait Virginie Baudouin, hein, ce changement du travail, ce côté hybride où on ne fait pas qu'une seule chose finalement aujourd'hui. Oui, on voit des trajectoires professionnelles qui n'ont rien à voir, j'imagine, avec ce que l'on connaissait préalablement. Dans une ville, il y a plusieurs emplois. Et on voit bien d'ailleurs avec votre exemple, il y a plusieurs emplois même en même temps. Donc une manière de travailler en effet qui est très, très différente. Et la reconversion professionnelle est un des sujets qu'on aborde très souvent avec les demandeurs d'emploi, y compris avec des carrières parfois assez longues derrière soi et des changements d'orientation. Donc oui, c'est le quotidien, en effet. Merci Virginie Baudouin pour toutes ces précisions. Vous êtes directrice territoriale de Pôle emploi en Corse. On le redit, la place de l'emploi, de la formation donc débutera demain, puisqu'aujourd'hui le rendez-vous est annulé à Mauriagne. Et demain, rendez-vous du côté de Ponteletch, dans le centre Corse. Donc c'est un rendez-vous organisé par Pôle emploi. Merci d'être venu. Et tous vos partenaires, qui sont-ils en quelques mots, même si on ne peut pas tous les citer? Cap Emploi Mission Locale, APEC, AFPA, Chambre de commerce et d'industrie, Chambre de métiers d'artisanat. Voilà, donc Pôle emploi CFA. et tous ces partenaires donc à retrouver dès demain du côté de Ponteletch. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et Bibru Bongo Souvidawa dirait droit à Gron Agadi ou Yordon. Et c'était il y a 55 ans exactement, le 4 avril 1968, Martin Luther King est assassiné sur la terrasse de son motel à Memphis. Sa mort suscita une indignation et une émotion à la hauteur de l'influence qu'a eu ce pasteur dans la défense des droits de la communauté afro-américaine. Son influence résonna d'ailleurs dans le monde entier et c'est le thème de la chronique du jour, celle de Laurent. Alors l'histoire de Martin Luther King, c'est d'abord celle de Michael King Jr., né le 15 janvier 1929 à Atlanta. C'est lors d'un voyage en Allemagne de son père qu'il change son nom et celui de son fils en hommage au réformateur protestant Martin Luther. Son père est un pasteur de l'église baptiste et impliqué dans une organisation de défense des droits civiques des Noirs américains. Dès l'âge de 6 ans, Martin Luther King est victime de ségrégation lorsque des camarades lui disent qu'ils ne peuvent plus rester avec lui parce qu'il est noir. Durant ses études, il est influencé notamment par le militantisme non violent de Gandhi ou encore par la vision du théologien Walter Rauschenbusch qui soutient que la religion sert également à améliorer la justice sociale. Après un diplôme de sociologie et un doctorat en théologie, il suit la voie de son père et devient pasteur dans une église baptiste à Montgomery en Alabama. Et en 1955, c'est dans cette ville de l'Alabama qu'un basculement se produit. Le 1er décembre 1955, alors que la ségrégation sévit dans le sud du pays, une couturière du nom de Rosa Parks refuse d'obéir au conducteur de bus James Blake qui lui demande de laisser sa place
un homme blanc et d'aller s'asseoir au fond du bus. Elle est alors arrêtée et condamnée à une amende de $15, ce qui suscite l'indignation de la communauté afro-américaine lassée de devoir subir tant de racisme au quotidien. S'ensuit alors un fort mouvement de boycott des bus dans la ville, mené par Martin Luther King lui-même, qui pendant cette période fut arrêté, menacé et agressé par des ségrégationnistes blancs qui attaqueront même sa maison en janvier 1956. Malgré toutes ces pressions, le mouvement obtient gain de cause le 21 décembre 1956 et la Cour suprême déclare illégale la ségrégation dans les transports et notamment les autres lieux publics du pays. Et son influence, Laurent, et ses actions s'intensifient durant les années 60. Oui, et dès 1957 d'ailleurs, où il fonde avec des confrères la Conférence des dirigeants chrétiens du Sud. C'est une organisation pacifique qui milite pour la défense des droits civiques dans les églises afro-américaines à travers des actions non violentes. Au début des années 60, il multiplie les actions dans plusieurs villes ségrégationnistes de Géorgie et d'Alabama, notamment à Birmingham en avril 1963 où il est arrêté et emprisonné. Après une vague d'arrestations et de violences envers les manifestants, c'est le président Kennedy lui-même qui, touché par la situation, prend la parole sur le sujet. Et en août de la même année, il mène une marche sur Washington qui réunit plus de 250 000 personnes pour inciter le Congrès à voter la loi sur les droits civiques. Et c'est devant le Lincoln Memorial qu'il prononce son célèbre discours « I have a dream » qui entrera dans l'histoire. Un discours qui aboutit notamment au vote de plusieurs lois importantes sur la fin de la ségrégation et aussi sur le renforcement des droits civiques de la population américaine. Des actions qui lui valent notamment le prix Nobel de la paix en 1964 à seulement 35 ans. Et les menaces envers lui, Laurent, se feront de plus en plus fortes. Oui, notamment pour sa philosophie non violente, comme on l'a vu, et notamment aussi pour son opposition à la guerre au Vietnam. Il sera même mis sur écoute par le FBI et sa sécurité est très rapprochée, mais malheureusement ça ne suffira pas. Le 4 avril 1968, au lendemain d'un discours prononcé à Memphis, il est abattu sur le balcon de son motel par James Earl Grey, un ségrégationniste blanc. Sa mort suit immédiatement des émeutes qui feront une quarantaine de morts, un choc et un immense désarroi. Et plus d'un demi-siècle après sa mort, l'influence de Martin Luther King résonne encore aux États-Unis et dans le monde entier pour à la fois sa philosophie non violente, mais également pour perdurer la lutte pour les droits des Afro-Américains dans le pays. Merci Laurent Diffray, c'était la chronique du jour. Et je me tourne vers Diana Saligeti. Est-ce qu'un événement marquant de l'histoire a pu déjà vous inspirer dans l'écriture de chansons ou non, ou cela est à venir et vous avez des choses en tête? Voilà. Est-ce que l'histoire peut vous inspirer? Alors vous me prenez un peu au dépourvu, il faudrait que je réfléchisse, mais c'est vrai que tout créateur est très inspiré par des événements politiques ou très personnels. Moi, le premier album que j'ai composé, c'était plutôt la disparition de mon papa, mais le deuxième sera sûrement fait de plein de choses, mais il est possible que par exemple la disparition d'Anadale Lugiani ressurgisse dans ma vie musicale dans 2-3 ans, parce que c'est des moments forts, c'est un peu des milestones comme disent les Anglais, c'est des moments qui nous laissent différents à jamais. Donc là je vois pas forcément tout de suite, mais je pense que voilà, l'histoire alimente les chansons. Les chansons corses sont d'ailleurs très souvent historiques. Je n'en ai encore jamais fait de chansons historiques, mais je me l'empêche pas pour suivre. Une fois oui pour Nigoli, j'ai repris un texte corse existant pour Jean Nigoli, voilà. Vous êtes-vous déjà produite à l'ADIA, Diana Saligeti? Oui, ça me fait rire parce qu'on a eu de nombreuses choses à faire en commun avec le directeur de l'ADIA. C'est une salle que j'affectionne, j'ai joué peut-être bien 4, 5, 6 fois là-bas. Et c'est une salle que j'affectionne parce qu'à taille humaine, on peut être debout, on peut être assis, on peut voir du spectacle international, du spectacle corse. C'est très intimiste. Moi, voilà, c'est une salle que j'ai beaucoup fréquentée en tant que spectatrice. Donc passer de l'autre côté, c'est toujours été une magie pour moi. Merci, la transition est toute faite pour la seconde partie de cette émission où nous retrouvons Christophe Lampérière. Pour un focus sur l'ADIA et sa programmation. Bonjour à nouveau, mon cher Christophe Lampérière. Bonjour. Ma première question, tout d'abord, comment s'est déroulée cette année culturelle pour l'ADIA? Alors, j'ai envie de dire en dents de scie. On avait quand même eu une programmation assez riche, assez diversifiée. Malheureusement, au niveau public, ça n'a pas trop suivi. Je pense que c'est un peu général. D'autres salles insulaires rencontrent la même problématique, ainsi que sur le continent. Donc c'est des discussions que nous avons entre nous et on essaie un petit peu de réfléchir à tout ça, de comment essayer de réinventer des choses et de faire revenir le public dans nos salles. Voilà, je pense qu'on parlait du Covid tout à l'heure. Covid a eu un impact assez fort. Le post-Covid, on en a encore les conséquences. Il reste des séquelles. Oui, nettement. Oui.
À quoi ressemble finalement le public qui vient à l'ADIA? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un portrait robot, un portrait un peu type des gens qui se rendent à ces spectacles, ou c'est assez disparate et assez éclectique? Assez disparate, et même nous, des fois, en fonction des spectacles, il y a des gens qu'on voit pour la première fois, donc on n'avait pas connaissance, on les découvre. On a quand même un noyau assez fidèle, donc Diane, tu viens assez souvent, c'est vrai, et du coup, mais en fonction des spectacles qui sont proposés, c'est vrai qu'on a quand même des publics assez différents. Et à chaque fois, c'est les réflexions qu'on a. Donc c'est peut-être des primo-arrivants, c'est peut-être des gens qui ne connaissaient pas l'ADIA, qui sont d'ici. Il y a encore des gens qui habitent à Ajaccio qui ne connaissent pas l'ADIA. Pourtant, la salle a bientôt 40 ans. Et ça, c'est toujours assez rigolo quand quelqu'un découvre l'ADIA, découvre cette salle. Mais je ne savais pas que ça existait. C'est super, c'est magique, comme tu disais. C'est un lieu tellement atypique et tellement à part qu'on a toujours plaisir à y revenir, en tout cas. Nous avons un extrait d'Orsis qui se produira prochainement à l'ADIA. Je vous propose d'en regarder un bel extrait bien choisi et vous nous en parlez juste après, Christophe Lampérière. Get caught by a band of beer, tingling in a jungle of berries. We're watching Wicked at Bernie's with a cup in the morning. It's a blind damn when the sun is gone. C'était à l'instant le bon son d'Orsis programmé à l'ADIA. Parlez-nous de ce concert qui marque l'un des temps forts de votre programmation. Alors c'est un des temps forts découverte. Orsis, c'est un jeune groupe composé de 4 jeunes musiciens. C'est leur premier album. Ils sont en train de travailler sur le deuxième album. Et on les a découverts et on a eu vraiment un coup de cœur pour ce jeune groupe qu'on aimerait vraiment faire découvrir à notre public. Je pense que ça en vaut tout à fait la peine. Et d'ailleurs, dans le coup de cœur découverte, on fait une opération qui ne nous ressemble pas, mais cette fois-ci, on avait vraiment envie que ça soit accessible au plus de monde possible, c'est-à-dire que pour toute place achetée, il y a une place qui est offerte. Donc j'invite vivement vos téléspectateurs à venir en famille, avec leurs enfants, etc., pour découvrir ce groupe. C'est vraiment pop, un peu rock, mais plutôt, je dirais, pop, et je pense qu'il y a des morceaux qui vont rester aussi ancrés dans les têtes. Donc d'ores et déjà, on peut contacter l'ADIA, une place achetée, une place offerte? Tout à fait, soit sur notre site www.adia.com, soit 04 95 20 41 15 au service réservation. Parmi les autres temps forts, Christophe Lampérière, je pense à un spectacle de théâtre gestuel. Ah oui, alors là, c'est un spectacle magnifique que j'ai adoré, qui s'appelle Playwar. Pareil, c'est encore une jeune compagnie, ils sont de Tours, je crois, si je me trompe pas. Et ça a été leur premier spectacle, donc Playwar, pour la petite histoire, c'est 2 soldats qui sont propulsés dans la jungle en temps de guerre. On imagine plutôt guerre du Vietnam. Mais en tout cas, c'est tout un périple de ces deux soldats qui se retrouvent au milieu de cette jungle-là, et donc très peu de texte, théâtre gestuel, et on a l'impression d'être dans un film américain, et tout le spectacle se déroule là, on rit beaucoup, il y a de l'émotion, mais on rit beaucoup. Voilà. Donc pareil, c'est un spectacle vraiment tout public, et il faut vraiment venir avec les enfants découvrir ce spectacle-là. C'est vraiment là, pareil, sur le théâtre gestuel, ils sont vraiment très très forts. J'ai une question, Christophe Lampérière. Comment travaillez-vous, comment organisez-vous cette veille culturelle? Vous êtes à l'affût de tout ce qui se passe en Corse, sur le continent et même au-delà. Vous lisez la presse culturelle spécialisée tous les jours. Vous êtes attentif aux bouches à oreille. Comment dénichez-vous ces pépites-là? Alors, il y a plusieurs sources. Déjà, on a tout un réseau de programmateurs ici en Corse et sur le continent avec qui on échange souvent, sur des spectacles qu'on a vus, sur des artistes qu'on a envie de suivre. On a aussi des artistes qu'on suit depuis longtemps, dont Diane fait partie, par exemple, et dont on suit le travail avec attention. On se déplace en festival aussi, beaucoup, que ce soit à Avignon, que ce soit à Bourges, que ce soit sur d'autres festivals tout au long de l'année. Et puis, on a des réunions assez régulières entre programmateurs ici déjà insulaires, puisqu'on s'est regroupé en réseau de programmateurs insulaires. Et puis, sur le continent, on a des réunions aussi
aussi très très régulières entre programmateurs où on discute de spectacles, on rencontre des jeunes équipes, on rencontre de nouvelles équipes, on échange avec elles. Il y a beaucoup de jeunes aussi en émergence, donc ça c'est important de les découvrir tout au départ de leur métier, de leur création. Voilà, donc ça marche beaucoup en réseau. On travaille beaucoup avec de boîtes de production aussi au niveau musique, qui nous envoient beaucoup de matière. On échange avec eux. Ils connaissent le lieu, ils connaissent la salle. Voilà, donc il y a plusieurs pistes comme ça de travail. Est-ce que vous commencez, j'imagine, déjà à travailler sur votre programmation de septembre, et est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous donner quelques couleurs de cette programmation à venir? Alors, on a un petit peu de retard cette année. Généralement, c'est vrai qu'on est un peu plus avancé. Donc, évidemment qu'on commence à avoir des pistes, on commence à discuter de certaines choses, de certains spectacles. Au niveau de la couleur, c'est vrai qu'on va donner encore une part un peu plus importante peut-être sur le travail de création et de résidence de création, puisque l'ADIA est maintenant un lieu labellisé Fabrica Cultural et qu'on est un lieu dédié aussi à la résidence de création. Donc on accueille des équipes, qu'elles soient théâtre, musique, danse, peu importe, en tout cas la pratique artistique qu'elles peuvent développer. Nous on est là pour les accompagner, pour les accueillir et puis après pour essayer de montrer ce travail au plus grand nombre de gens. Diana Saligetti, vous avez déjà été en résidence de création, alors pas forcément à l'ADIA, mais ce sont déjà à l'ADIA. Je crois que c'est peut-être l'endroit où j'ai été le plus en résidence dans ma vie. Mais oui, c'est un endroit, comme je le disais, c'est une maison. Une maison dans l'obscurité puisque c'est une salle, mais c'est une maison aussi pleine de lumière parce qu'on a des journées entières pour travailler et je crois que j'ai bien fait 2-3 résidences. Oui, parce que... Voilà, et c'est un lieu aussi où tout le monde est très abordable et on mange ensemble, il y a une cuisine derrière. Il y a une proximité. Je crois que c'est c'est un endroit que j'affectionne parce qu'on est à la maison. Voilà, c'est vrai qu'on a un rapport avec les artistes qui est assez proche, on a un beau aussi rapport public. Artiste aussi quand il se présente sur le plateau, et je crois que c'est un lieu quand même qui a vraiment une âme assez particulière, et c'est vrai comme tu dis, c'est une maison où tout le monde a plaisir de s'y retrouver. Prochain temps fort de l'ADIA, il y a le concert d'Orsiz. Rappelez-nous la date, Christophe Lampérière. Alors, concert d'Orsiz, c'est le samedi 6 mai à 21h. Alors là, c'est un groupe espagnol assez déjanté qui vont prendre des morceaux assez rock'n'roll des années 60s, 70s, mais avec des rythmes latinos. Ça va être dansant, on va pouvoir faire la fête, on va pouvoir vraiment passer un très bon moment avec ce groupe-là, The Limbos. Voilà. Et rappelons, cette opération, vous proposez une place achetée, une place offerte à l'ADIA. Pour le groupe Orsiz pour ce vendredi, tout à fait. Merci d'être venu jusqu'à nous, Christophe Lampérière. Et au programme à Stazer, à Nantes-Aviastil. Et c'est Laurent qui s'y colle aujourd'hui. Enjeu Méditerranée, c'est à 20h45. Oui, donc Enjeu Méditerranée ce soir à 20h45. Thierry Pardi se penche sur l'Europe et une stratégie macro-régionale pour les pays méditerranéens. Il reçoit comme invité François Alfonsi, député européen, et Deborah Patch, docteur en histoire à l'Université de Bologne et spécialiste des îles. On regarde tout de suite un extrait. On revient à présent à notre thème d'aujourd'hui, la stratégie pour les régions et les îles en Europe. François Alfonsi, vous étiez récemment à Toulouse, invité par l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée. D'abord, que représente cette Eurorégion et comment s'en inspirer pour la Méditerranée, pour notre zone? Bon, cette Eurorégion regroupe la grande région Occitanie désormais, puisque il n'y a plus qu'une seule région entre l'ex-Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, la Catalogne et les îles Baléares. C'est donc un espace qui est très ouvert sur la Méditerranée et qui m'a invité parce que je suis rapporteur au Parlement européen d'un texte qui a été voté en commission du développement régional mercredi dernier, donc ce n'est pas vieux. Et ce texte qui a été voté par 37 voix sur 39, donc c'est un texte qui suscitait un large consensus, tire justement la sonnette d'alarme sur le fait qu'en Méditerranée, aucune politique ne permet d'enrayer le déclin environnemental, le déclin économique, et aussi ne permet d'anticiper les conséquences du réchauffement climatique dont on a vu par toutes les cartes que les météorologues ont données cet été qu'il allait être plus ample en Méditerranée que dans les autres zones de l'espace européen.
Enjeu Méditerranée présenté par Thierry Pardi, c'est donc ce soir à 20h45 sur Viastel. Autre rendez-vous ce soir, mon cher Laurent, à 21h40, un jour en Méditerranée. Oui, avec le documentaire Un jour en Méditerranée, Athènes, l'art et la manière, concentré exclusivement sur la capitale grecque. Plusieurs thèmes à aborder, notamment, on regarde tout de suite un extrait. On ne peut pas arriver à Athènes sans qu'un cliché têtu ne vienne immédiatement à l'esprit. L'image antique du berceau de l'Occident apparue il y a 2500 ans. Une ville riche de son histoire, de ses habitants, de son mode de vie. Une ville entre Orient et Occident dont la relation à l'Europe semble compliquée. Une ville dont le passé historique semble parfois écrasant, à l'image de la colline de l'Acropole qui flotte sur la ville d'où que l'on porte son regard. Mais plus près de nous, à hauteur d'homme ou presque, une autre ville se raconte. Donc un rendez-vous à retrouver ce soir, mon cher Laurent, un jour en Méditerranée. Ce sera à 21h40. Merci pour cette présentation. Avec plaisir. Et tout de suite, je vous propose de retrouver la dernière partie de cette émission. Et on y retrouve Diana Saligetti, Salud e Dorn, artista famosa e conosciuta. Diana Saligetti di no giornaliste et dieso passion n'a fatto mistiere. Et nous sommes très heureux de vous recevoir, Diana Saligetti. Et nous avons tout de suite une chanson à écouter, un clip à visionner, une chanson qui nous rappelle un petit peu la bonne pop italienne. C'est Insieme. On regarde et on se retrouve juste après. Pena, una nota a spasso tra me e te. Stanotte d'estate, una via insieme, ho anche una strada arriva insieme. Une mélodie entraînante, Insieme et Diana Saligetti. Alors cette chanson, moi je l'adore. Elle ne figurait pas sur le premier opus. Non, c'est une chanson d'inter-album. Bon, le deuxième album se fait attendre parce qu'entre-temps, le Covid, les choses, les chevaux, ça m'a pris du temps. Mais oui, c'était un petit peu un clip esselé dans mon parcours musical. Mais oui, et qui a marqué les esprits, hein. C'était un chant d'amour léger. Peut-être qu'on manque un peu des fois de légèreté en amour. Et ça voulait juste dire partageons ensemble un moment, un été, et puis essayons de faire durer cette idylle. Justement, ce premier opus, ce premier album, est-ce que sur lequel ne figure pas donc cet extrait que nous venons d'entendre, est-ce que vous attendiez un tel succès, Diana Saligetti? Je pense qu'on fait jamais quelque chose en attendant le succès. Déjà, il faut oser le faire, il faut se motiver, ce qui m'arrive pour le second, c'est-à-dire le deuxième, j'espère. On y va, c'est un bateau fou lancé sur la mer. Est-ce qu'il y aura des passagers à bord ou pas? Est-ce que ça se passera bien? On ne sait pas. Mais non, j'étais très touchée et enthousiaste du rapport, du retour du public. Voilà, les gens qui m'ont dit oh, mot baez et tout ça, ça m'a fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que le deuxième se fait attendre, c'est que on se dit bon, le premier a plu, on peut pas décevoir sur le deuxième, et donc on commence à tergiverser un peu trop, et je pense que c'est mauvais dans la création de tergiverser. Parce que finalement, vous êtes sorti également un petit peu de votre zone de confort, comme on dit, en sortant ce premier opus. Vous y avez mis beaucoup de vous-même et de votre vie, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui, c'est un album très personnel, un carnet intime. J'ai toujours eu des carnets que je commence et que j'arrête à la page 10. Ma mère va rigoler quand elle va entendre ça. Et en fait, au final, après, au lieu de faire ces carnets toujours non terminés, je me suis mis à faire des chansons, et ça a beaucoup parlé de ma fin d'adolescence, de mes 20-30 ans. Et maintenant, le deuxième est en train de parler d'une renaissance, de beaucoup de vers, puisque j'habite à la campagne.
beaucoup de nature, beaucoup de paix. Voilà, je pense que le premier était très sombre quand même s'il y avait quelques éclats de joie, et le deuxième sera, je pense, plus lumineux, peut-être plus lumineux. Je pense, oui. Allora, c'è la musica, ma biridroemo Dino all'animazione d'atelier di lingua corsa in dei scagni di logo teatrale in Aiaccio. A trasmissione di qualcosa di importante per voi? Assai, ogni lunisera, anche se non so come cavolo i gorso, so piuttosto ma di locudrice, mi piace, mi garba assai a ricevere persone appassionate dalla lingua, certe hanno la lingua che è qui e non giungono mica a farla sbucca, certi giungono in Corsica, so affacati 2 mesi fa, lavorano una sola a Bosta o Polo Emploi, so appassionati di lingua, dicono campemo qui ciò che non parlessimo a lingua corsa, e dunque faccio una squadra e parliamo e risera tutti i luni sera au logo teatrale. C'est vraiment un atelier de parole. C'est pas un club anonyme de je ne sais quel genre de personnes. C'est plutôt, voilà, on est là, on aime tous la langue corse et on a différents niveaux et on partage, on se fait des mises en scène. C'est assez sympa. Et vous, de transmettre, vous, c'est quelque chose, ça vous plaît? Oui. Que ce soit le chant, la langue corse, vous aimez donner ce que vous avez reçu vous-même? Alors ça me fait rire parce que je me sens pas très j'ai pas toujours la légitimité, je trouve. Je me dis peut-être qu'il faut avoir plus fait pour donner. Mais là, ces temps-ci, je travaille aussi avec le Centre d'art polyphonique de Sartène, et tous les mercredis, j'ai 3 classes, des enfants, des ados et des adultes, et on chante. Et là aussi, on partage. Et je me dis bon, voilà, je ne suis pas la réincarnation de Nadal et Lugiani, je ne suis pas Anna Roque, mais en même temps, voilà, j'ai fait ma Adiuvata Mostrael et je peux quand même donner quelques outils, notamment pour la polyphonie, que m'a transmise Jean-Pierre Godina, que je salue, que nous saluons, Filo d'Emparer, et toutes ces associations ou toutes ces institutions qui font des ateliers, eh ben, elles mettent un oiseau grané là, in usolco, che ci sia sempre un canto corso, una lingua corsa domani. Alors, nous avons parlé de langue corse, cette transmission, de ces cours, ces rencontres que vous proposez à Ajaccio, du côté de chez Mariana Native, in logo teatrale, votre carrière artistique que vous menez. On évoquera dans un instant les concerts, les prochains rendez-vous. Et à côté de ça, il y a l'agriculture. Oui, la nature. Alors, jour de Covid. Igawali, Gani, Gorsini, Ayante, Umar. Non, en fait, je crois que je chantais beaucoup la nature, la liberté. Io ho scritto una canzone qui sarà au prossimo dischetto tard, sur l'importance de la terre, de nos traditions, de l'agropastoralisme. En fait, je crois que quand il y a eu le Covid, ils ont dit allez, enfermez-vous. Et le jour où ils ont dit enfermez-vous, j'ai pris mon chien, mon chat, j'ai quitté mon appart et sono scappati in paese e come vradielemo smacciato, abbiamo dirascato, et on a arrangé des terrains de famille un peu abandonnés comme on en a souvent tous, et j'ai posé les jalons de l'Orca Agricultura et Cavalli. C'est un concept global un petit peu, c'est-à-dire qu'on peut y faire du cheval, on peut y découvrir les plantes insulaires, les cuisiner si on a envie avec des herboristes et des biologistes, notamment une qu'on adore, c'est Céline Boulogne de Carnet de Saison. On peut aller apprendre des recettes d'avant, apprendre à faire l'huile d'olive. On peut y découvrir la vache tigre de Jacques Abatucci avec lequel nous travaillons. On part à cheval sur les domaines de Jacques et de sa vache Sainade. On peut faire beaucoup de choses, faire découvrir aux enfants la ferme, voilà, marcher sur la plage, marcher sur la colline, enfin, et écouter des concerts bientôt. On va demander à Christophe Lamperrière, à Virginie Baudouin, quel regard portez-vous sur l'œuvre, j'ai envie de dire, de Diana Saligeti, et tu vois, sur ses chansons, ses concerts Christophe? Nous, on a un regard plutôt attentif, puisqu'on suit Diana depuis de longues années maintenant, et qu'on a accompagné, on en parlait tout à l'heure, sur des résidences ou sur des concerts ou sur d'autres projets aussi à l'extérieur de l'Adia. Donc, bien évidemment, on connaît bien son répertoire, on connaît bien son engagement, et du coup, on est toujours attentif à ses projets et à ce qu'elle peut manigancer. Bon, des fois, je dois le fatiguer un petit peu, mais oui, de toute façon, les intermittents, on est des intermittents de l'activité, on est des intempestifs de l'activité. On passe son temps à se renouveler, puisque chaque année, les dates sont comptées. Pour expliquer, des fois, les gens disent c'est quoi intermittent? Chaque année, on doit faire 42 concerts, ou en tout cas activités artistiques ou médiatiques, ça peut aussi marcher. Et si on les fait pas, on se retrouve du jour au lendemain sans rien.
Et en ce qui concerne l'agricole, là, je m'installe en agriculture, donc je fais la bascule entre les deux activités. Et là aussi, il y a beaucoup de jeunes agriculteurs en installation en Corse. Et c'est un petit parcours, même si on est aidé par des offices comme l'Audarc et la Chambre agricole, on a 2 ans, une fois qu'on a dit qu'on voulait être agriculteur, 2 ans pour dire voilà, moi je veux ça, je vais faire ça, je vais produire tant de litres d'huile d'olive, ça va me rapporter ça. Et en fin de 5e année, j'aurai minimum un SMIC. Donc c'est quand même des gros défis de vie. Virginie Baudouin, un parcours atypique oui, que celui de Diane. Oui, alors moi je n'aspire qu'à connaître davantage son œuvre, mais je découvre au travers de la personne, en fait, le foisonnement, en effet, d'activités, la richesse et la joie aussi qui ressort, en fait, de tout ce que vous donnez et vous aspirez à donner au travers de tout ce que vous avez développé. Donc moi je trouve que c'est vraiment très frais d'avoir des parcours comme le vôtre, avec autant d'engagement, en effet. Et des concerts, de nombreux concerts à venir. Diana Saliged, je pense aussi à votre participation en course au Mezzu Mezzu, l'aventure initiée par Patrick Fior. Alors voilà, à Lorca, on a une dizaine de chevaux corses. Maintenant, je travaille avec une jeune femme que j'ai employée à l'année qui est extraordinaire, qui s'appelle Camille et que je salue. Et grâce à elle, je peux continuer à chanter. Et donc là, on chante le 22 avril au Palatino avec les Restos du Cœur corse. Ils font escale, voilà, ils font escale au Paladino. Et il reste d'ailleurs quelques places, donc précipitez-vous. Il en reste pas beaucoup, donc pour assister à ce grand concert. Je sais que toutes les recettes vont représenter 50% du budget des Restos du Cœur corse pour une année. Donc c'est très important de répondre à cet appel. On va être plein d'artistes, je pense que ça va être assez sympa. On chante des choses qu'on n'a jamais chantées. Moi, je me retrouve sur des Rita Mitsuko en dansant avec une chorégraphie. Donc je pense que ça vaut la peine et je pense que ça va être très joyeux et ça nous fait du bien en ces temps pas si faciles. Et ensuite, cet été, je vais chanter avec Antoine Tiosi, Jérôme Tiosi, mon acolyte guitaristique actuellement que j'apprécie énormément, qui est un super guitariste et musicien. Et ensuite, octobre, le 28, si ma mémoire est bonne, l'Accor Arena. L'Accor Arena avec le projet Corse au Mezzu Mezzu. J'ai l'honneur d'y être avec donc Patrick Fiori qui est à l'origine de tout ça, toute son équipe. Je chante avec Thomas Dutronc sur un titre et bientôt un autre titre avec un autre artiste. À découvrir. Nous ne dévoilerons pas, mais vous reviendrez sans doute nous en reparler. Arin Razabiasai, Diane Saliged. Je remercie également Christophe Lampérière, le directeur de l'AD. Merci d'être venu jusqu'à nous. Il y avait Virginie Baudouin, vous êtes la directrice territoriale de Pôle emploi. Merci et bonne chance donc pour ces rendez-vous organisés, ainsi surtout de notre territoire. Le chroniqueur du jour, c'était le charismatique Laurent Diffraille. Merci Laurent. Merci, et chère Daria. À très vite dans l'émission Audier. Merci à vous tous d'avoir suivi ce nouveau numéro d'Audier. Nous étions en direct et Thierry Drouem ou Douman et Medior Nemez ou Nanta France 3 Courtes, Siga Aviasté, la Abed et Adouman.